Qu'est-ce que vous faites là, vous? Coucou, toi. Oh, j'ai mal partout. Ah, j'ai perdu mon micro! Quel youtubeur en carton celui-là. J'allais dire que je viens tout juste de rentrer de la maison. J'étais à un spectacle de Louis Catola. Si vous voulez aller le voir, il est en tournée dans toute la France. Moi, je suis allé le voir à Lyon. C'était trop bien. Je fais sa promo en fait. Je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez le découvrir ou aller le voir en spectacle. C'était super! Et bon, on est le 14 juillet. Alors salut, c'est le mois du montage. On n'est pas du tout le 14 juillet. Pas du tout en fait, je sais pas ce qui m'a pris. On est le 14 février quand je suis sur cette vidéo. Et donc je vous relaisse avec le Geoffrey qui dit n'importe quoi. Et c'est parti pour la suite de la vidéo. Je suis célibataire, je me suis dit autant aller voir un mec canon qui fait des blagues. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui c'est un vlog. Pardon. Je suis pas encore habitué. Aujourd'hui, on va faire un vlog. Un vlog? Mais putain, mais tu sais pas parler. Bon, en même temps, il est quelle heure? Et il est 23h30, forcément. Aujourd'hui, on va faire un vlog. Je vais aller à Paris dès demain parce que je vais souvent en région parisienne voir des amis. Mais c'est vrai que à chaque fois, soit on n'a pas le temps d'aller à Paris, soit on n'y reste que 2-3 heures et du coup, on n'a rien le temps de visiter. Donc, je me suis dit que j'allais me faire une journée tout seul à Paris. Donc, je prends le train demain à 7h. Donc, il va falloir que je me lève très tôt. Donc je vais, juste après en fait cette vidéo, aller me coucher et je vais visiter plein de choses que j'avais envie de visiter depuis longtemps. Le musée du Louvre évidemment. Il y a une exposition Dolce & Gabbana en ce moment. Dolce & Gabbana, je sais pas le dire. En ce moment au Grand Palais, ça a l'air trop bien. Et je vais visiter un peu d'architecture aussi, art nouveau, moderne. On va voir, c'est la surprise. Évidemment, si ce vlog vous plaît, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche. Je sais pas s'il y en aura une, si je fais ça en post-production, on va dire qu'elle est par là et elle est invisible. Vous pouvez activer la cloche pour avoir les dernières notifications des prochaines vidéos. Sur ce, moi, je vais aller me coucher et on se retrouve demain. Enfin, demain. Je sais pas quand cette vidéo sortira, mais ça sera sûrement pas le 14 juillet. Mais le 14 juillet, mais ça va. Mais on est où là? Le 14 février, je vais y arriver. À tout de suite. Et moi, je me dis bonne nuit. Et c'est parti pour cette journée à Paris. Alors, oui, effectivement, vous dites... Attends, je comprends pas, il était censé aller à Paris? Je suis le Geoffrey du futur qui va un petit peu commenter la journée que j'ai fait à Paris. Et on commence tout de suite par aller prendre le train, parce que vous savez qu'à chaque fois j'ai des problèmes avec les trains. Si vous avez regardé ma vidéo sur Nîmes, j'ai failli louper mon train. Ben, ça n'a pas loupé. Là aussi, n'hésitez pas si vous n'avez pas vu le vlog de Nîmes, qui a été fait en 2 parties, que j'ai fait l'été dernier. Ils sont disponibles sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et donc, je me lève à 5h20 pour prendre mon train à 7h20, je sais plus trop. Donc déjà, de 1, il fait nuit, il fait froid, et je loupe mon tram de 2 minutes. Et heureusement, je suis parti en avance. Donc, je me suis dépêché, j'ai couru jusqu'au métro. Parce qu'évidemment, si je courais pas, c'était sûr et certain, je n'avais pas mon train. Donc, une fois de plus, je cours. Finalement, j'arrive 10 minutes à l'avance. Bon. Donc, j'arrive à prendre mon train. Évidemment, qu'est-ce qui se passe dans le train? Je dors. Bah oui, on n'a pas beaucoup dormi en même temps cette nuit. Et après environ 2 heures de train, j'arrive enfin à Paris, gare de Lyon. Et donc, je vous explique le programme. Premièrement, la première chose qu'on fait, c'est d'aller directement au Louvre. J'ai réservé mon billet pour 10h, je suis arrivé à 9h30, donc c'est parfait, il me reste 30 minutes pour aller là-bas, alors que c'est pas très loin en métro. J'avoue, les transports, c'est un peu étrange, il y en a beaucoup plus qu'à Lyon.
On a les RER, on a les métros, il y a je ne sais pas combien de lignes de métro et en plus de ça, c'est un vrai labyrinthe dans ces métros. Tu peux rester coincé dans les bouches du métro si tu sais pas où tu vas, si tu regardes pas à l'avance. Heureusement que moi j'ai regardé mon itinéraire pour faire tout ce que je voulais faire de la journée parce que sinon je perdrais énormément de temps. Bon, heureusement pour aller au Louvre, c'est assez simple. Et donc j'arrive là-bas, j'arrive sur la rue de Rivoli et je distingue au loin le musée du Louvre que je vois pour la première fois. C'est immense et il y a beaucoup de monde qui font déjà la queue. Et là je me dis attends, j'ai payé un billet pour faire la queue? Pardon? Je crois pas non. Bah si en fait. Il va falloir attendre. En vrai j'ai patienté 20 minutes pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc ça va. Et je suis rentré par la pyramide et on va enfin pouvoir découvrir le Louvre. Alors, je me suis dit que j'allais rester environ 2 heures parce qu'il était déjà 10 heures quand je suis rentré là-bas. Donc ça me laissait un peu le temps de découvrir le musée. Je ne savais pas du tout combien de temps il fallait pour visiter le musée. Je me doute bien qu'il faut au moins une journée. Et 2 heures, c'était déjà pas mal. Comme ça me permettait ensuite de manger le midi et ensuite de pouvoir visiter le Philharmonie qui est très loin. Donc il faut que je prenne des transports en commun, beaucoup de transports en commun. Et qu'ensuite, après, il fallait que j'aille à l'opposé pour visiter des immeubles Art Nouveau. Donc pas du tout sur le chemin. En fait, tout ce que je voulais faire durant la journée, c'était pas du tout sur le même chemin. Mais c'est pas grave, on y reviendra après. Évidemment, vous savez tous ce que c'est que le Louvre. C'est le musée le plus connu au monde. Il est ordonné en 8 départements et ses collections, elles présentent l'art occidental du Moyen-Âge à 1848, avec aussi les civilisations antiques qui l'ont précédé, comme les civilisations orientales, égyptiennes, grecques, romaines, etc. Et les arts des premiers chrétiens et aussi de l'art islamique. Avec 72 735 m² de salles et galeries, il s'agit du plus grand musée d'art du monde devant le musée de l'Ermitage qui fait 66 000 m² en Russie et le musée national de Chine qui ne fait que 65 000 m². Bouh! Et ouais, on a le plus gros musée, on a la plus grosse. Putain, même en visitant le musée du Louvre, le gars il est beauf quoi. À la base, c'était une immense résidence royale sur la rive droite de la Seine. Le Louvre est étroitement lié aux arts et à leur conservation. Et au XVIe siècle, François Ier en fait l'emblème de la Renaissance. À la suite du départ de Louis XIV pour le château de Versailles à la fin du XVIIe siècle, sont entreposées une partie de collection royale de tableaux et de sculptures. Pendant un siècle, le palais héberge plusieurs académies comme celle de la peinture et de la sculpture, avec des artistes et leurs ateliers qui sont logés par le roi. Le projet est né pendant le siècle des Lumières et permettrait de présenter au public les chefs-d'œuvre de la collection de la couronne. Et en 1793, le musée est inauguré, par la suite enrichi, agrandi et remanié par les régimes ultérieurs. Vous pouvez y découvrir de l'architecture et des décors, des armes et des équipements militaires, les arts du livre, des bijoux et des parures, des dessins et des gravures, de l'écriture et des inscriptions, des meubles, des monnaies et des médailles, des monuments et éléments funéraires, mais aussi des monuments et des objets de culte, des objets domestiques, des objets personnels, suivant les époques, des outils et des instruments, des peintures, des sculptures, des stèles, du textile et de l'habillement, des vases, de la vaisselle, etc. etc. C'est un musée extrêmement complet et je m'en suis très vite rendu compte au vu de l'immensité du musée. On ne se rend pas vraiment compte quand on est dehors en fait de l'immensité du musée quand on visite au fur et à mesure. À chaque recoin, j'étais subjugué par l'architecture qui est juste incroyable. Toutes les salles, les pièces, les couloirs sont juste sublimes. Et je commence par visiter le département des antiquités romaines et grecques. C'est l'un des 8 départements du Louvre, qui est assez grand. Il abrite quand même une des plus grandes et des plus célèbres collections d'art antique du monde, avec des chefs-d'œuvre universellement renommés comme la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace, ou encore le sarcophage des époux. Et il renferme également la plus grande collection mondiale de céramique grecque. Il faut savoir que le département des antiquités grecques et romaines du Louvre est le plus ancien du musée. Il a été projeté dès la naissance du musée central des arts en 1793 et inauguré en 1800. Il se répartit sur 3 étages, à l'entresol la Grèce préclassique, au rez-de-chaussée la Grèce classique et hellénistique,
ainsi que les antiquités romaines. Au premier étage, on peut accéder par l'escalier Daru où trône la victoire de Samothrace. On a aussi beaucoup de figurines en terre cuite, en bronze et des objets précieux. En juillet 2010, après d'importants travaux de réaménagement, le musée du Louvre a ouvert au public de nouvelles salles consacrées à l'art grec classique et hellénistique. Hellénistique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la civilisation de langue grecque, après la mort d'Alexandre et jusqu'à la conquête romaine. Le département abrite plus de 80 000 œuvres de l'Antiquité étrusque, grecque et romaine, ce qui en fait l'une des collections les plus riches du monde. On y trouve notamment plus de 5000 sculptures antiques et plus de 13 000 céramiques grecques. Plus de 5000 bronzes, 2500 bijoux et 1500 verres y sont recensés. Au total, 6000 œuvres sont présentées dans 50 salles et 9400 mètres carrés. Ce qui est incroyable avec ces sculptures, c'est qu'elles sont vraiment parfois très très grandes. Les détails y sont juste incroyables. On voit les détails de la peau, les drapés, les cheveux. Et ils n'avaient pas l'air très gâtés par la nature, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais apparemment, dans l'Antiquité, c'était bien vu d'avoir un tout petit zizi, parce que c'était signe de distinction sociale, de vertu et d'intelligence. Parce que selon la civilisation grecque, l'homme doit être capable de dépasser son animalité, ses désirs et ses pulsions pour laisser place à la raison. Voilà pourquoi ils avaient des petits zizi sur les sculptures. Je vous donne des anecdotes incroyables. Je ne peux pas m'empêcher aussi de regarder l'architecture du bâtiment. Je suis juste époustouflé par tout ce que je vois. Il y en a de partout. Sur les murs, sur les colonnes, sur les plafonds, sur des verrières. Et petit à petit, j'arrive au département des peintures. J'ai surtout visité les peintures italiennes et françaises. Le Louvre y possède environ 12 000 peintures, soit la deuxième collection du monde après celle du musée de l'Ermitage et devant celle du musée du Prado. Sur ces 12 000 œuvres, 7 000 sont conservées au Louvre, 5 000 autres présentées dans des musées de province. On peut y découvrir des œuvres phares que tout le monde connaît aujourd'hui et que moi-même j'ai appris en cours, au lycée, en art plastique ou encore en histoire de l'art. Donc c'était vraiment très étrange de pouvoir enfin voir en vrai ces peintures qui sont parfois juste monumentales, avec par exemple La liberté guidant le peuple de Eugène Delacroix, qui avait été réalisée en 1830, inspirée de la révolution des Trois Glorieuses, ou encore Le radeau de la Méduse, peinture à l'huile sur toile réalisée entre 1818 et 1919 par le peintre romantique français Théodore Géricault. Je puis aussi découvrir Le Sacre de Napoléon, qui est un tableau peint entre 1805 et 1807 par Jacques-Louis David, qui était le peintre officiel de Napoléon Ier et qui représente une des cérémonies du couronnement. Elle est tellement imposante par ses dimensions, presque 10 mètres sur plus de 6 mètres. J'ai pu aussi voir une autre peinture de Jacques-Louis David, qui est donc La mort de Marat, peint en 1793. Et en sortant des départements des peintures italiennes et françaises, j'ai pu enfin découvrir la victoire de Samothrace. C'est donc un monument votif, qui est donc en fait un ex-voto, qui est une offrande votive faite à un dieu en demande d'une grâce ou en remerciement d'une grâce obtenue à l'issue d'un vœu formulé dans ce sens. C'est un chef-d'œuvre de la sculpture hellénistique datant du début du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il est composé d'une statue représentant la déesse Niké, qui est donc la victoire, et de la base en forme de proue de navire. L'ensemble est exposé en haut de l'escalier principal depuis 1884. Encore une fois, c'est une œuvre majeure que l'on peut découvrir au musée du Louvre et qui est extrêmement imposante et surtout très populaire au vu du nombre de personnes qui prennent des photos. Et après avoir découvert ce chef-d'œuvre, je découvre qu'il y a plusieurs chemins et du coup j'en choisis un et là j'arrive dans une salle juste incroyable qui s'appelle la Galerie d'Apollon. C'est ici que sont entreposés les plus beaux bijoux de la couronne. Cette galerie, elle est au-dessus des appartements d'été d'Anne d'Autriche, permettant la liaison entre le pavillon du roi et la grande galerie. Elle est de style classique et l'architecte est Louis Levaux. Elle occupe évidemment le département des objets d'art du musée du Louvre, avec, comme je vous l'ai dit, des pièces uniques, des bijoux somptueux, mais surtout des décors sur les murs et les plafonds juste extraordinaires, avec beaucoup de dorures, de sculptures, de peintures. Le programme décoratif de Lebrun suit un rythme extrêmement complexe, marqué par l'illusionnisme, et les thèmes retenus sont la course du soleil, une course dans le temps à travers l'iconographie des heures, mais aussi du zodiaque, une course dans l'espace, via les références à la Terre, l'eau et le monde. On trouve aussi à chaque extrémité de la galerie des peintures qui représentent un des 4 éléments. Au nord, la Terre, au sud, l'eau et au centre, la gloire d'Apollon. On peut y trouver aussi les 4 groupes de captifs de la voûte du plafond, mais aussi les 9 muses et Hippocrène sur la voûte du plafond.
En plus d'abriter les diamants de la couronne, une collection de vases en pierre dure et précieuse et une collection de tabatières sont présentes. Cette pièce, qui est un chef-d'œuvre réalisé en 1661, et il préfigure la Galerie des Glaces de Versailles. Finalement, dans cette pièce, tout n'est que luxe et beauté. Et ce qui est fou dans le musée du Louvre, c'est que tu peux très vite te perdre. Parce qu'en sortant de la galerie d'Apollon, je suis arrivé sur un autre espace qui est très très grand, qui amène à la Joconde aujourd'hui. Mais je me suis dit que j'allais pas aller la voir parce que de toute façon, je sais qu'elle est toute petite et qu'il y aura beaucoup trop de monde. Mais c'est vrai que de flâner dans le musée du Louvre, c'est juste incroyable. En fait, peu importe où tu vas, tu découvres des œuvres qui sont juste magnifiques, qui sont connues à travers le monde entier. Et en plus de ça, tout autour de toi, tu as un décor et un lieu unique avec des peintures, des sculptures. Peu importe où on a les yeux, il y a des détails partout. Et c'est finalement ça que je commence à réaliser quand je visite le musée. Le vrai chef-d'œuvre, c'est pas les peintures, ni les sculptures, ni les autres objets qui sont exposés au musée, mais c'est le Louvre lui-même. Bon, finalement, j'ai été voir la Joconde. Elle était juste là, je pouvais pas la louper. Je vais quand même pas ne pas aller voir la Joconde alors qu'elle est à 2 mètres de moi. Bon, finalement, elle était à plus de 2 mètres parce qu'il y avait tellement de monde que je pouvais même pas m'avancer. Je suis resté genre 30 secondes. Elle est toute petite, évidemment. Et en plus de ça, trop de monde, trop de bruit. Bon, mais voir autant de monde là, qui prennent en photo alors que, en plus, ils regardent même pas l'œuvre, bon, bah ça donne pas envie d'aller la voir, quoi. Et donc après ça, je suis monté à l'étage pour continuer de visiter les antiquités grecques et étrusques, avec encore des sculptures, cette fois-ci beaucoup plus petites, mais aussi des bijoux, mais aussi... Stop! Là, j'ai vu un truc, ce panneau. Et qu'est-ce qu'il y a marqué sur ce panneau? Non, 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 pas antiquité grecque, on s'en fout là. Là, on est sur les antiquités égyptiennes. C'est aussi pour ça que je vais dans ce musée, parce que j'adore la mythologie égyptienne. Dès que j'ai vu ce panneau, j'ai fait « Poussez-vous !» Donc j'ai couru en fait jusqu'aux antiquités égyptiennes, comme vous l'avez compris. C'est une des collections du département des antiquités égyptiennes qui présente la civilisation qui a évolué sur les bords du Nil depuis la fin de la préhistoire, donc vers 4000 ans avant notre ère, jusqu'à l'époque chrétienne, donc à partir du 4e siècle après Jésus-Christ. On y retrouve des statues, des stèles, des inscriptions, des parures, et même un sphinx. Mais c'est génial! Je sais pas qu'est-ce qui se passe, Christian Clavier sort de ce corps. J'étais juste comme un enfant dans ce musée. En fait, on pouvait me laisser là toute la journée, je serais resté. Pour moi, la civilisation égyptienne, c'est une civilisation fascinante. Elle est largement considérée comme une des civilisations les plus riches culturellement et les plus puissantes historiquement qui ait jamais existé. Cette grande société a non seulement contribué aussi à la création de certains des premiers arts et de certaines des premières littératures du monde, mais elle a également joué un rôle important dans la formation des langues que nous parlons aujourd'hui. Encore une fois, la scénographie est très bien réalisée, les œuvres sont vraiment mises en valeur. J'adore tout particulièrement la mythologie égyptienne qui m'a fasciné durant le collège. Ce serait un rêve pour moi d'y aller un jour pour pouvoir réellement visiter les pyramides, les différents tombeaux, découvrir l'histoire en fait de cette civilisation. Et après avoir visité une petite partie des antiquités égyptiennes, j'ai pu aussi découvrir... Hop, pas si vite. Vous pensez que j'allais tout vous montrer? Il va falloir attendre parce qu'il y aura une partie 2 la semaine prochaine. Et ouais, tu l'avais pas vu venir celle-là. Donc je vous dis à bientôt pour la partie 2. Likez cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.